Savez-vous pourquoi la majorité des gens qui sont passionnés par la mode finalement décident de voir cette industrie uniquement comme un passe-temps? Parce que oui, ils ont le potentiel et souvent même l'habilité d'aider d'autres personnes, mais souvent, ce qui leur manque, c'est cette habilité d'aller chercher des clients potentiels. D'où l'importance de la prospection. La prospection, c'est quoi? Si on regarde dans le dictionnaire, sa définition, ça vient de l'origine du mot prospecteur, qui est un mot latin qui veut tout simplement dire regarder au loin et rechercher quelque chose. Et si on regarde dans le Larousse, ça dit que c'est une exploration méthodique d'un endroit ou d'un lieu dans le but de trouver quelque chose. Tout comme on peut prospecter dans un quartier pour trouver l'appartement de notre rêve ou on peut prospecter pour trouver de l'or. Donc maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous aussi, vous soyez capable de prospecter votre or qui est en fait vos clients potentiels. Donc ma définition de prospection en tant que styliste, c'est tout simplement de poser des actions quotidiennement dans le but de trouver des clients potentiels qui vont consommer vos services ou vos produits en tant que styliste. Dans toutes les sphères de la vie, souvent, on va avoir recours à la prospection. Quand vous aviez cherché votre premier emploi, vous étiez en train de prospecter et vous avez contacté plusieurs personnes dans le but de leur envoyer votre CV. Mais maintenant, la même chose s'applique dans votre carrière en tant que styliste. Pourquoi est-ce important de maîtriser la prospection? C'est parce que votre carrière en dépend. Le plus que vous allez être capable de trouver des clients qui vont être intéressés par vos services, ce seront le plus d'opportunités que vous aurez pour les vendre. Et générer des revenus, c'est quelque chose d'important pour vous dans votre carrière parce que c'est ce qui va vous permettre de vivre de votre passion à temps plein. N'oubliez pas, la vente débute avec une bonne stratégie de prospection. Et si vous voulez changer un contact en un contrat, il faut que vous bâtissiez une bonne relation avec eux. Et pour ce faire, c'est de savoir comment bien les approcher au niveau de la prospection. Donc, il y a 4 grandes catégories de prospecteurs et le tout premier, ce sont les inactifs. Je vais vous donner un exemple très simple. Admettons que vous voulez vous lancer en tant que styliste et en faisant votre épicerie un dimanche matin, vous faites face à une femme très mal habillée. Les inactifs, ce qu'ils vont faire, c'est voir cette femme et même pas réaliser que c'est une cliente potentielle et ils vont tout simplement rester inactifs et aucunement réaliser que c'est une opportunité d'affaires pour eux. Deuxième catégorie, ce sont les peureux. Même situation à l'épicerie, mais cette fois-ci, la personne voit cette cliente qui a besoin d'aide, qui a besoin de conseils, mais elle a trop peur. Alors, elle reste immobile et évite de justement approcher cette personne-là pour lui offrir ses services. Pourquoi? À cause de la peur. Troisième catégorie, les ordinaires. Donc, les ordinaires, cette fois-ci, ils vont voir cette femme qui a besoin de leur service et ils vont dire « Ah, est-ce que tu aurais peut-être besoin d'aide avec ton style? » Si la personne dit non, voilà, ça finit là. Pas plus d'efforts et on continue pas à trouver des solutions pour la convertir en une cliente. Et la dernière catégorie, et j'espère qu'après cette formation, vous allez faire partie de cette catégorie, ce sont les fonceurs. Donc, c'est ceux qui vont faire tout ce qui est nécessaire pour être capable de convertir ce client potentiel en un réel client. Et c'est un exemple que je peux vous donner, c'est que quelqu'un qui est une styliste qui verrait cette femme irait lui approcher, lui offrirait une consultation gratuite, lui offrirait peut-être même un petit cadeau ou service de plus pour s'assurer qu'elle va au moins prendre rendez-vous pour cette consultation avec elle. Donc maintenant, je veux partager avec vous les 12 règles pour réussir au niveau de la prospection. C'est ce qui vous permettra de trouver vos premiers clients. Règle numéro 1, c'est d'avoir la bonne attitude. Alors, il faut garder en tête que beaucoup de personnes, et en fait tout le monde a cette peur du rejet. Il y a des personnes qui ont été rejetées dans différentes situations depuis leur enfance et c'est des choses qu'ils gardent en tête, donc on a généralement peur de se faire dire non. Un exemple très banal, quand j'étais au primaire, l'amour de ma vie, il s'appelait Simon et il m'a dit non pendant 3 ans consécutifs. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant plusieurs années, je me disais, je ne veux pas approcher un gars parce qu'il va peut-être me dire non et j'avais peur de revivre cette émotion-là. Donc, une chose que vous devez faire pour avoir la bonne attitude, c'est imaginer la personne qui vous dit oui. Même si vous avez eu plusieurs non auparavant, mettez ça de côté, c'est le passé et voyez justement un client qui vous dit oui, qu'il est intéressé par vos services.
Et une troisième chose pour vous aider justement à avoir une bonne attitude, c'est vous dire que cette personne-là pourra toujours vous aider dans votre processus. Peut-être que vous allez la demander, Hé, est-ce que tu aimerais refaire ta garde-robe? Peut-être qu'elle va vous dire, Ah, ben j'ai déjà une styliste. Mais elle a peut-être une cousine ou un cousin ou une tante qu'elle peut vous référer qui deviendra un client pour vous. Donc, dites-vous toujours que la personne risque de vous dire oui et si elle ne vous dit pas oui, elle va au moins être une bonne aide pour le développement de votre carrière. Règle numéro 2, c'est important pour vous de définir l'offre. Quelle est l'offre que vous allez offrir à ce client? Et pour ce faire, je vais vous demander de le décortiquer en 3 étapes. Première étape, je vous demanderai de mettre sur papier quel est le service que vous proposez. Je vais vous donner des exemples. Si vous êtes une styliste de mode, vous pouvez décider que le service que vous proposez, c'est de faire des séances de photoshoot. Si vous êtes une styliste personnelle, peut-être que le service que vous allez proposer, c'est des séances de magasinage et des tris de garde-robe. C'est à vous de choisir, mais soyez clair sur le service que vous proposez. Deuxième étape, c'est important de connaître votre valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, c'est quoi? C'est ce qui vous différencie de votre compétition. Et oui, vous n'êtes pas les seuls stylistes sur la planète. Il y a d'autres stylistes qui offrent les mêmes services que vous. Mais pourquoi qu'on devrait vous choisir plutôt que choisir une autre personne? C'est ça votre valeur ajoutée. Troisième point, j'aimerais que vous notiez les bénéfices pour votre client et faites une liste de 5 à 10 bénéfices. Qu'est-ce que la personne aura à gagner en faisant affaire avec vous? Je vais vous donner encore l'exemple d'une styliste personnelle qui offre une séance de magasinage. Un des bénéfices peut être, en magasinant avec cette styliste, elle n'aura plus à acheter des vêtements que finalement elle ne portera plus. Elle pourra aussi, en plus, deuxièmement, découvrir de nouveaux magasins. Troisièmement, elle va épargner de l'argent. Et ça continue, ça continue. Donc, je vous demanderai d'écrire 5 à 10 bénéfices pour votre client. Et demandez-vous toujours, est-ce que ce que vous avez à proposer vaut la peine pour qu'une personne prenne une pause de son temps précieux pour vous écouter et avoir envie de travailler avec vous? Règle numéro 3, définir votre client potentiel. Pour que vous ayez le plus d'informations possible sur le client avec qui vous voulez travailler, ça va être plus facile pour vous par la suite de les approcher. Donc, voici 3 questions que vous devez vous demander. Tout premièrement, qui est votre client potentiel? En d'autres termes, quel est son mode de vie? Quel est son âge? Environ, tranche d'âge. Qu'est-ce que la personne fait au quotidien? Quels sont leurs passe-temps? Essayez de récolter le plus d'informations possible sur ces personnes-là. Deuxième question que vous devez vous demander, c'est quel est le meilleur moment pour les contacter? Par exemple, si vous voulez travailler avec des hommes ou des femmes d'affaires, probablement que les appeler à 10 heures du soir ne serait pas une heure appropriée pour ces personnes-là. Vous pouvez peut-être essayer à leur heure de lunch ou peut-être après le travail, donc après 5 heures, parce que ce sont des heures où ce que les personnes qui sont généralement en affaires, ils seront un petit peu plus disponibles pour vous écouter et entendre ce que vous avez à proposer. Et troisième chose que vous devez vous demander, c'est quels sont leurs besoins et quelles sont leurs inquiétudes. Par exemple, si vous voulez aider des femmes qui viennent tout juste d'accoucher, vous les aider à refaire leur style vestimentaire, bien, un de leurs besoins, c'est de se sentir encore une fois séduisante, leur corps a changé, donc c'est une inquiétude souvent qu'ils vont avoir. Il faut aussi garder en tête qu'ils ont un petit bébé, donc en termes de temps, ça va être un peu plus difficile pour eux aussi, mais tous ces points-là, vous devez les mettre sur papier pour avoir une bonne idée d'ensemble de ce que vous pouvez leur proposer et comment vous pouvez justement adapter votre service pour leurs besoins. Gardez en tête qu'il y a 4 types de prospects. Premièrement, on a les prospects froids. Donc, les prospects qui sont froids, ce sont des gens que vous contactez, mais que vous connaissez aucunement et ils ne vous connaissent pas non plus. Et ça fait souvent penser à le télémarketing. Vous êtes sûrement déjà fait appeler par un pur inconnu qui vous proposait quelque chose que vous n'avez jamais demandé, mais ça, c'est des appels à froid. Je dois vous avouer que c'est celui qui est le moins efficace, souvent parce que les personnes sont souvent déjà sur la défensive, mais c'est quand même un type d'appel que vous pouvez décider de faire. Deuxième catégorie, on a les prospects qui sont ciblés. Donc là, ça revient à le point précédent que je vous avais dit. C'est là où vous savez exactement qui est le client que vous voulez et vous avez même des informations sur lui, mais lui, il ne vous connaît aucunement. Par exemple, si vous êtes une styliste de mode qui veut travailler avec des magazines, vous avez probablement des renseignements sur ces revues-là, mais eux, ils ne vous connaissent pas. Mais c'est déjà beaucoup mieux que de faire un appel qui est totalement froid.
Troisième catégorie, on a les prospects qui sont tièdes. Les prospects qui sont tièdes, ce sont des personnes avec qui vous avez un certain lien. Par exemple, une référence. Donc, vous avez aidé un client et le client vous dit « Hey, ma cousine aimerait tellement avoir tes services, voici son numéro de téléphone, tu peux la contacter. » Ça, c'est un appel qui va être considéré tiède parce qu'au moins, vous avez une approche ou quelqu'un que vous pouvez mettre comme lien de contact entre vous deux. Et le dernier, ce sont les prospects qui sont, que j'aime appeler, chauds. Donc ça, c'est les prospects qui viennent vous voir et vous disent « Regarde, styliste, j'ai besoin de ton aide, je veux en savoir plus, on m'a parlé de toi et je suis prêt à prendre tes services. » Et ça, c'est un prospect qui est chaud. Alors, vous devez garder en tête qu'il y a différentes catégories et il ne faut pas négliger un plus que l'autre, mais le plus possible, essayez de convertir vos prospects en des prospects qui sont chauds. Ça va tout simplement rendre ça beaucoup plus facile lorsque vous allez les approcher. Et maintenant, je vous imagine me demander, oui, mais je veux prospecter, mais où trouver des prospects? Ça m'amène à la règle numéro 4. Il y a des prospects partout. Il suffit de regarder alentour de vous. Alors, vous pouvez prendre par exemple des membres de votre famille. Peut-être que vous avez des cousins, des cousines, des sœurs ou même un oncle qui a besoin de vos services en tant que styliste. Approchez-les. Sinon, regardez dans votre entourage, vos voisins, la caissière à l'épicerie où vous allez à chaque semaine, les chauffeurs d'autobus que vous rencontrez qui ont besoin de vos conseils. Tout le monde peut devenir un client potentiel, mais si vous ne parlez pas de vos services, ils ne vont jamais savoir que justement vous avez quelque chose à leur offrir. Donc, il faut que vous fassiez le pas. Et une petite astuce que je peux vous donner, si vous voulez approcher des membres de votre famille ou des anciens amis pour les conseiller de faire affaire avec vous, je vous conseillerais d'avoir une bonne approche. Donc, je vais vous donner un exemple. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un appel d'une amie que vous n'avez pas entendu pendant des années et des années. Et au moment qu'elle vous appelle et vous dit « Hey, ce serait le fun qu'on aille prendre un café », et arrivé justement au café, elle vous pose la question « Est-ce que ce serait possible de m'emprunter 100 $? » On s'entend que si ça fait des années que vous ne l'avez pas entendu et que la seule raison pour laquelle elle vous appelle, c'est pour vous demander un service, vous risquez de décliner sa demande. C'est la même chose pour vous. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est d'appeler des personnes que ça fait longtemps que vous ne les avez pas entendues pour uniquement les proposer vos services. Donc, faites cela par étapes, rebâtissez un lien de confiance avec eux et quand le moment sera approprié, c'est là que vous allez faire votre proposition pour vos services. Règle numéro 5, ne soyez pas trop pressé et gardez en tête que le but de la prospection, c'est de créer un premier contact avec votre client potentiel. Dites-vous que la vente se fait rarement au premier appel. Donc, ce que vous voulez faire quand vous prospectez, c'est de créer ce premier contact dans le but de fixer un rendez-vous d'affaires avec cette personne-là. Alors, voici l'exercice que j'aimerais que vous fassiez dès maintenant. Je vous demanderai de mettre sur papier 10 personnes de votre entourage que vous sentez pourraient avoir besoin de vos services. Et quand je dis 10 personnes de vos entourages, ça peut être l'ami d'une amie, le copain d'une cousine, peu importe, 10 personnes que vous avez en tête qui pourraient peut-être avoir besoin de vos services. Et je vous demanderai de vous donner comme objectif de rencontrer 1 à 2 personnes dans ces 10 personnes-là. En d'autres termes, vous allez contacter les 10 et je vous demanderai d'au moins avoir 2 rendez-vous physiques parmi ces 10 personnes-là. Règle numéro 6, ne réfléchissez pas trop et juste posez des actions et contactez-les. Comme je l'ai dit dans une règle précédente, souvent la peur du rejet nous immobilise et nous empêche de poser des actions, mais je vous donnerai justement ce défi de ne pas réfléchir et de juste poser l'action et de contacter les 10 personnes que vous avez sur votre liste. Sur votre liste, peut-être que 8 dira non et peut-être que 2 dira oui, mais au moins vous repartez avec 2 oui. Donc, vous avez plusieurs options pour les contacter. Vous pouvez décider de les appeler, donc de faire un appel téléphonique. Vous pouvez aussi décider de les envoyer un courriel ou peut-être d'y aller avec du publipostage qui est un petit peu moins traditionnel, mais vous pouvez les envoyer une lettre par la poste. Ou vous pouvez aussi décider de faire une sollicitation en personne, frapper à leur porte et leur demander « Hey, est-ce que tu voudrais avoir une consultation gratuite avec moi? » Avec le temps, vous allez découvrir quelle méthode est plus appropriée selon votre clientèle cible, mais pour découvrir cela, il faut que vous les essayiez. Règle numéro 7, appeler efficacement, c'est la clé. Dites-vous que le télémarketing, son taux de réussite est quand même de 5 à 15 %, ce qui est quand même assez bien.
Le seul inconvénient avec le télémarketing, c'est à cause de sa connotation un peu négative, due au fait que beaucoup de personnes pensent au télémarketing et se rappellent tous les appels à froid qu'ils ont reçus précédemment. L'avantage, par contre, en faisant du télémarketing, c'est que vous pouvez rejoindre en 1 heure ce que vous aurez rejoint en une journée complète si vous auriez fait de la sollicitation en personne. Donc, ça vous sauve énormément de temps. Dites-vous que les gens préfèrent participer à une conversation, donc il faut s'assurer que lorsque vous allez structurer votre appel, que ce soit une conversation entre deux personnes. Donc, voici la structure que je vous recommanderais de suivre. Tout d'abord, commencez avec les salutations et ensuite, dites qui vous êtes. Donc, ne vous présentez pas avec votre nom complet, surtout si vous avez un nom très compliqué. Vous pouvez tout simplement y aller avec votre prénom ou tout simplement avec votre rôle en tant que styliste. Continuez avec des remerciements. Donc, remerciez la personne de vous avoir accordé quelques minutes de leur temps pour leur écouter et posez 5 questions qui peuvent vous aider à qualifier le client en tant qu'un vrai client potentiel pour votre service. Pour terminer, fixez un rendez-vous avec ce client et terminez en lui disant de passer une excellente journée. Voici un bon exemple d'une question que vous pouvez demander à votre client potentiel. Aimeriez-vous refaire votre garde-robe? Si la personne vous dit oui, vous pouvez par la suite lui demander « Parfait, si je peux vous aider à refaire votre look, aimeriez-vous avoir une consultation avec moi? » Et elle va vous dire oui. Et tout de suite après, vous pouvez lui proposer un rendez-vous. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est aussi de préparer des questions en cas où que la personne vous dit non à votre question initiale. Par exemple, aimeriez-vous refaire votre garde-robe? Et la personne vous répond non. Vous pouvez demander d'accord, mais à quand remonte la dernière fois que vous avez refait votre garde-robe? Et la personne va vous dire depuis quand? Et vous pouvez répondre parfait, si vous me permettez, je pourrais vous rappeler dans quelques semaines pour justement voir si vous êtes prêt pour refaire votre garde-robe à ce moment-là. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'écrire votre speech sur papier. Donc vraiment, faites la structure de votre appel et le but, c'est de ne pas faire du par cœur et de parler de façon robotique quand vous allez faire vos appels, mais au moins maîtriser votre texte et maîtriser les questions que vous allez les demander. De cette façon, quand vous allez les appeler, vous allez être préparé à vous faire dire oui et vous faire dire non et quand même repartir avec un client potentiel, soit sur le court terme ou sur le long terme. Règle numéro 8, c'est maîtriser l'art de laisser des messages vocaux. Vous savez comment ça est, hein? Quand on vous laisse un message, à moins que vous sentez que c'est très urgent et que vous voulez réellement parler à cette personne-là, on a souvent tendance de ne jamais rappeler. Alors, c'est très important pour vous de savoir comment les laisser un message qui va leur vendre l'idée de vous rappeler. Un des points importants, c'est que ce soit bref et intéressant. Il faut que vous montrez votre enthousiasme et que votre énergie est présente pour qu'ils aient justement cette envie de rencontrer cette personne par voie téléphonique et aussi voir qu'est-ce que vous avez à leur proposer. Voici une structure que je vous recommande de suivre quand vous laissez un message vocal. Premièrement, bien sûr, dites votre nom. Votre numéro de téléphone, je vous recommanderais de le dire 2 fois, une fois au début et une fois à la fin aussi. Et aussi de dire une phrase ou une question intrigante. Donc, vous voulez aller les chercher pour qu'ils aient envie de justement revenir vous voir. Par exemple, une des questions que j'aime souvent demander à mes clients potentiels, c'est, je l'ai dit, j'ai une question très importante à te demander et honnêtement, tu es la seule personne au monde qui pourrait répondre à cette question-là. Pourrais-tu me rappeler, s'il vous plaît, c'est très important et urgent. Et croyez-moi, très souvent, ils me rappellent parce qu'ils se sentent exclusifs et aussi il y a l'intrigue qui joue et ils se disent, il faut que je la rappelle, je veux voir qu'est-ce qu'elle a d'important à me mentionner. Donc, trouvez la question ou la phrase qui va fonctionner pour vous, mais l'idée, c'est que vous voulez déjà l'avoir de préétabli. Ensuite, autre chose que vous devez faire dans la structure de votre message que vous laissez, c'est aussi de mentionner le meilleur moment pour vous rejoindre. Donc, quand vous dites « rappelez-moi » ou « ta 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 », vous mentionnez aussi le meilleur moment pour me rejoindre serait du lundi au vendredi entre 9h à 5h, par exemple. Règle numéro 9, c'est d'écrire vos emails comme des pros. Donc, il faut garder en tête que le taux d'ouverture d'un email est généralement entre 0,5% à 3%, ce qui est quand même assez minime. Et la raison pour laquelle les gens ouvrent moins leurs emails, c'est des fois parce que ça se retrouve directement dans leur courriel indésirable. Des fois, c'est parce qu'on vous a donné un email que cette personne ne visite une fois par année, par exemple.
Et aussi, c'est souvent relié au fait qu'on reçoit beaucoup d'emails à chaque jour, donc on doit être sélectif. Maintenant, ce que je vais vous donner, c'est des clés pour vous aider à augmenter ce taux d'ouverture d'email. Et le tout premier point que je veux mentionner, c'est que quand vous faites un appel téléphonique, c'est important d'envoyer l'email tout de suite après. Le plus tôt, le mieux. Pourquoi? Parce que cette personne va se rappeler, ah oui, j'ai parlé à Beverly il y a quelques minutes, donc l'email qui provient de Beverly, je vais l'ouvrir parce que je sais c'est qui et je sais de quoi qu'il s'agit. Une autre astuce quand vous envoyez un email à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré auparavant, c'est toujours recommandé de rajouter une petite photo de vous au bas de l'email pour que la personne puisse se faire une idée de qui vous êtes en tant que personne. Ce que je ne vous recommande pas de faire, c'est d'utiliser les listes d'emails achetées. Pourquoi? Parce que vous allez faire des envois d'emails à froid et deuxièmement, c'est illégal. Donc, vous êtes aussi bien d'éviter cela. Ce que je vous recommande aussi d'éviter, c'est les emails impersonnels. Un email impersonnel serait un exemple de Bonjour tout le monde, j'ai une promotion pour toute la planète et j'espère que ça vous intéresse. Essayez de le personnaliser pour que la personne se sente exclusive, se sente spéciale et une des choses qui est très importante dans la vie d'une personne, c'est son nom. C'est le mot le plus important de sa vie. Donc, c'est important dans chaque email de commencer avec bonjour et le nom de la personne. Là, maintenant, vous vous dites peut-être, mais si j'ai une promotion que je veux offrir à 100 personnes, est-ce que je dois vraiment envoyer un email pour chaque personne individuellement? La réponse, c'est oui, mais grâce à des outils comme MailChimp qui vous permet de créer un email et automatiquement le prénom ou le nom va être rajouté quand vous allez faire l'envoi à cette personne-là. Règle numéro 10, la sollicitation en personne, c'est encore in. Et oui, il y a encore possibilité de trouver des clients en faisant du porte-à-porte. Et la bonne nouvelle, c'est que le taux de réussite est encore plus élevé. On parle de 20%. Donc, la seule chose qui est inconvénient avec la sollicitation en personne, c'est que c'est très coûteux et ça prend énormément de votre temps. Si vous faites de la sollicitation en personne, une chose que vous pouvez faire si vous êtes styliste qui veut offrir vos services, c'est de solliciter des services connexes à ton industrie. Par exemple, un salon de coiffure ou un salon de beauté. C'est le genre de personnes avec qui vous pouvez créer des partenariats et dans ce cas-là, faire de la sollicitation en personne peut être une des meilleures façons de les approcher. Oublie pas, ton arme secrète quand tu fais de la sollicitation en personne, c'est la réceptionniste. Elle est souvent négligée et gardez en tête que quand vous rencontrez la réceptionniste, si elle vous aime, elle va justement transmettre le message à son patron. Et si elle n'a pas aimé justement votre approche, elle risque de tout simplement mettre votre dépliant à la poubelle. Règle numéro 11, le pluripostage demeure une option. Et oui, envoyer une lettre par la poste peut être efficace si vous connaissez votre destinataire. Donc, c'est important de faire des recherches avant de faire l'envoi de cette lettre pour être sûr que justement la personne qui va le recevoir est la personne qui prendra des décisions telles que s'ils veulent faire affaire avec vous ou pas. Donc, comme je l'ai mentionné, faire un appel auprès de la réceptionniste, ça peut être très pertinent pour avoir cette information-là. Et ce que vous voulez faire, c'est envoyer quelque chose d'unique et de personnalisé par la poste. Une fois que vous avez sélectionné votre destinataire, votre objectif, c'est de trouver la bonne façon de les approcher. Personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est envoyer des échantillons. J'ai reçu justement, il y a quelques semaines de ça, dans ma boîte aux lettres, un stylo personnalisé avec BU Stylist écrit dessus et en plus notre adresse. Et ce que la compagnie a fait, c'est qu'elle a mis aussi un dépliant qui expliquait tous leurs services d'impression. Et je dois vous avouer, j'ai tellement aimé ce stylo que je l'ai gardé, j'en ai parlé alentour de moi et j'ai aussi eu envie de faire affaire avec eux. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez offrir de personnalisé et de spécial par la poste pour des clients potentiels afin que ces personnes soient tellement impressionnées par votre approche qu'ils aient envie de faire affaire avec vous? Et pour conclure, une fois que vous avez envoyé votre échantillon, faites un suivi. C'est très important parce que si vous voulez vraiment convertir cette personne en un client, n'attendez pas que la personne fasse le pas en vous appelant, vous faites le pas et appelez-les.
Règle numéro 12, c'est d'avoir un bon plan d'action. Je trouve ça toujours impressionnant quand je rencontre des clients qui me disent, tu sais quoi, Beverly, j'ai adoré la formation pour devenir styliste et j'ai même commencé à avoir des clients, mais j'ai pas encore atteint mon objectif pour le mois. Et là, je les demande, d'accord, mais pour atteindre ton objectif, combien de prospects qu'il te faut dans un mois? Et vous savez quelle est la réponse que j'entends le plus souvent? Je sais pas. Mais voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Si vous voulez réussir au niveau de la prospection, vous devez avoir des objectifs clairs et maintenant, je vais vous aider à travailler sur votre plan d'action. On va le faire sur 3 étapes. La première chose à déterminer, c'est combien de clients il vous faut pour atteindre votre objectif financier dans le mois. Si vous dites par exemple, moi, mon objectif, c'est d'avoir 2 clients par semaine, ça voudrait dire que pour le mois entier, il vous faut 8 clients. Parfait. Et maintenant, la question que j'aimerais vous demander. Pour atteindre ces 8 clients qui signent un contrat avec vous et qui vous payent, combien qu'il faudrait que vous rencontriez pour une consultation? Admettons que 50% des gens que vous rencontrez vous disent oui, je vais faire affaire avec vous. Ça voudrait dire que pour avoir 8 clients dans un mois, il faudrait que vous fassiez 16 consultations durant le mois. Et maintenant, la prochaine question qu'il faut que vous demandiez, c'est pour avoir 16 consultations, combien de personnes que vous devez appeler ou envoyer un email pour proposer vos services? Admettons que c'est encore une fois le double, donc la moitié des gens que vous contactez vont vous dire oui. Dans ce cas-là, il faudrait que vous contactiez dans le mois 32 personnes. En d'autres termes, si on arrondit, à chaque jour, il faudrait que vous appeliez au moins une personne si vous voulez qu'à la fin du mois, vous ayez vos 8 clients. Dites-vous que souvent quand on commence, il faut plus que le double des personnes qu'on contacte pour avoir des consultations, mais le plus important, c'est que vous pensiez à votre plan et que vous donniez un objectif du nombre de personnes que vous voulez appeler quotidiennement. Pour conclure, j'aimerais vous dire qu'avec le temps, vous allez voir quelle méthode fonctionne le mieux pour vous, mais voici la stratégie qui a le mieux fonctionné pour moi. Pour moi, la meilleure façon pour faire de la prospection, j'aime toujours commencer avec des appels téléphoniques pour justement bâtir une belle relation avec cette personne-là. Et tout de suite, je poursuis avec un email pour confirmer ce qui a été dit durant l'appel téléphonique. Et pour terminer, je rencontre la personne en personne pour une consultation, pour ensuite les offrir mes services. Donc, ça se conclut en une vente. Le plus important, c'est que vous passiez à l'action. Le rejet, vous allez en avoir. Vous allez avoir beaucoup de non, mais vous allez avoir aussi beaucoup de oui si vous faites beaucoup d'appels. Et j'aimerais terminer en vous lançant ce défi. Pendant 30 jours consécutifs, je vous demanderai de faire 3 appels par jour. Vous allez voir, vous allez être étonné des résultats. Et s'il vous plaît, partagez-les avec nous. On a hâte de voir comment ce défi de 30 jours va se dérouler pour vous. Vous n'avez qu'à nous envoyer vos résultats par Facebook sur BU Stylist. Et comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est que vous passiez à l'action. Vous allez avoir beaucoup de non, mais vous allez avoir aussi beaucoup de oui si vous passez à l'action dès maintenant.